Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au premier régiment d'hélicoptères de combat avec Lieutenant Paul, merci pour l'accueil. Bonjour. Sacré parc, en tout cas je suis Ouais. ultra surpris, vous avez beaucoup d'hélicoptères ici. Bon ça me paraît logique pour un régiment mais Oui, bien sûr. Hein. on est dans la masse. C'est le plus gros parc. Hein. C'est le plus gros? Ouais, des 3 régiments. Ouais. Ouais, c'est dingue. Et donc le sujet du jour, NH90, le C'est Caïman, ça. c'est l'un des plus gros hélicoptères de l'armée de terre si je me trompe. C'est ça, c'est même le plus gros. Ouais. Ouais, le plus gros, ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc le 90, c'est un hélicoptère de manœuvre et d'assaut. Donc dans la lab, vous allez retrouver des hélicoptères de combat. Et D'accord. dans les hélicoptères de combat, vous allez retrouver les hélicoptères de manœuvre et d'assaut et les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, Tigre, Gazelle. Le schéma, du coup, donc là on a le NH90. L'idée de l'hélicoptère de manœuvre, c'est vraiment de profiter de sa capacité d'emport pour mener à bien les missions de l'armée de terre. Donc moi je le présente plutôt comme un gros pick-up dans lequel à l'arrière on va mettre tout ce qu'on veut pour pouvoir mener à bien les missions. Ouais, d'accord. Donc on va ouvrir les portes après, on va voir la soute, c'est pas un coffre mais une soute. Et à l'arrière on va pouvoir mettre énormément de choses, aussi bien des blessés que des commandos, que du fret. Et tout ce qui ne rentre pas à l'intérieur, on peut même le suspendre sous l'hélicoptère. Voilà, donc le but c'est vraiment de profiter de sa masse et de sa puissance pour transporter des gens, des blessés et mener à bien les missions de l'armée. Ouais, il est vraiment ultra modulable. C'est ça. Au niveau de, déjà pour commencer, l'envergure, parce que c'est vrai qu'il est très très gros. Ouais. Je sais pas si on le voit sur la vidéo là, mais t'as Là, quoi? il T'as fait- un bon 20 mètres? Ouais, là il y a 19,50 m, Ok. le rotor il fait 16 mètres de large Ok. et au plus haut on va à 5 mètres. Ouais. C'est la pale arrière du rack. Et comparé au Tigre par exemple? Donc par rapport au Tigre, le Tigre en termes de hauteur il est assez haut, par contre il est beaucoup moins large. Lui il va plutôt profiter de ça. Déjà il a un cockpit en tandem, donc avec le pilote à l'avant et le chef de bord à l'arrière. Alors que nous, on va le voir à l'intérieur, on est côte à côte et on a même un ouais, ok. troisième homme qui est au milieu, le mécanicien navigant. Donc il est extrêmement large. C'est-à-dire que, bon, certes je ne suis pas très grand, mais si je mets ma main gauche tendue, je n'arrive pas à toucher le chef de bord. Donc le Tigre il va être plus court, plus petit, plus maniable, moins lourd, et il va profiter un peu de cet aspect-là pour se faufiler et faire des missions de reconnaissance et d'attaque. Alors que nous, on va certes être manœuvrant, mais on va être lourd. Donc avec de l'inertie, voilà. Ah, parce qu'en mission vous travaillez à plusieurs, c'est un peu le C'est même ça. système. Je suis plus blindé on va dire au sol, Mm. c'est le même principe. Alors il y a un principe d'escorte Ouais. sur certaines missions, par exemple les évacuations médicales, où là on va être escorté par un Tigre ou une Gazelle. Nous on préfère travailler forcément avec le Tigre parce que ça fait un couple nouvelle génération, Bien sûr. donc on a à peu près les mêmes capacités en termes de vitesse et d'autonomie. Et les escortes, ça peut être aussi au niveau de l'appui, donc sur de la reconnaissance avec des itinéraires d'infiltration, etc., où le Tigre va ouvrir la voie et nous derrière on arrive. Le Ouais. Tigre il va ouvrir devant s'il n'y a rien, pas d'ennemis, pas d'obstacles, et nous on va arriver avec la masse, donc avec les troupes pour pouvoir les déposer au sol. Donc le NH90 c'est les années 90 comme le nom l'indique, Ouais, c'est NATO hélicoptère 90, le Tigre c'est les années 80. En termes d'avionique, on n'est pas le plus récent, voilà, il y a eu un hélicoptère qui a été ce qu'on appelle rétrofité, donc qui a été voilà, revu entièrement en termes d'avionique, le Cougar. Mais on reste quand même sur un principe glass cockpit, c'est-à-dire qu'on n'a que des écrans, on a moins d'aiguilles, donc pour les puristes ça fait un peu mal, mais voilà, on arrive sur la nouvelle génération. On a un casque Topol, donc je le présente un peu comme Iron Man, où en fait on va avoir devant de la symbologie qui va s'afficher. Donc pour nous c'est plus facile parce qu'on peut regarder dehors en pilotant, surtout les types de vols qu'on fait où on est très bas très vite. On a besoin de regarder dehors et devant nous avoir des informations de vitesse, d'altitude, voilà, où est-ce que l'hélicoptère va, et on peut même voir où est-ce que le chef de bord regarde. Voilà. D'accord. Donc ça fait un gros casque. On a un pilote automatique, on a un système de dégivrage pour voler dans les nuages à basse température, etc. Voilà. Donc on a tout vraiment, tout électronique, les commandes de vol sont électroniques. Donc la petite anecdote, c'est que par exemple le premier avion avec les commandes électroniques, c'est le Concorde, et le premier hélico, c'est le H-90. Wow. Voilà, je fais une petite comparaison. Ouais, donc c'était déjà une belle, et c'est encore aujourd'hui une belle avancée technologique. C'est une belle avancée technologique, Ça- c'est voilà, c'est le dernier de façon de la LAT et il sera rétrofité plus tard pour qu'on puisse en profiter encore des années. Voilà. Donc après, si tu veux que je te le présente, on va commencer par l'avant. Donc là, si on ouvre le cockpit, tu vas te rendre compte déjà un peu de la profondeur de tous les boutons. Alors je te rassure, les boutons, on les connaît tous. Ouais, Quand même, on est c'était la formé. première question quand je vois tout ce qu'il y a. Ouais. Après, comme on a deux moteurs, tout est doublé. Et comme on a aussi le couple pilote-chef de bord, il y a aussi des boutons que tous les deux on doit avoir pour pouvoir manipuler en même temps. Pareil, la taille des pales, c'est vrai qu'elles sont super longues. Ouais, Tu sais la longueur? ça fait 16 mètres de diamètre, donc 8 mètres environ une pale. À l'arrière, ça va être tout ce qui est électronique. Ok. Donc c'est les ordinateurs qui vont calculer en permanence. C'est quoi environ l'autonomie? Alors l'hélicoptère, donc je vais le montrer. On va ouvrir. Ah, la taille, c'est... Donc là, Il est immense. là, on a 2 tonnes de kérosène dans le plancher. 2 tonnes. 2 tonnes. Donc ça nous fait 3h30 d'autonomie
Ok. à 140 nœuds, donc 250 km/h environ. Donc on peut faire 900 km quasiment. Voilà. Après, on n'emporte pas tout le temps les 2 tonnes de kérosène, parce que forcément ça nous enlève de la masse pour transporter des gens ou du fret. Mais on va quand même extrêmement loin et on peut même rajouter des bidons pour aller encore plus loin. Donc on peut traverser la France avec le sans problème. Sans problème. Parce que ce qui est intéressant, c'est tu parles qu'en fait il fait beaucoup de missions variées, Ouais. mais à la base ça reste un hélicoptère de combat. C'est C'est vraiment ça. insister là-dessus. Hélicoptère de combat parce que on va faire les missions de l'armée de terre, donc on va aller au combat avec eux, on va franchir les lignes ennemies, on va aller au plus près de la ligne de contact et on a toutes les missions qui sont attribuées. Donc, comme je disais, c'est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'on a plein de missions différentes, aussi bien très proche du sol que très haut, comme du largage parachutiste, et très proche du sol, ça peut être du vol tactique avec de l'aérocordage. Et on va faire ça de jour ou de nuit. Par exemple, là, ici, on peut rajouter des potences, donc ça va être des bras sur lesquels vont suspendre les commandos avec un rappel et on va pouvoir descendre en rappel. Alors oui, ils ont aussi un harnais, une corde, etc. Mais t'es vraiment suspendu. Ils sont suspendus à l'hélicoptère comme ça et ils descendent en rappel. Ah ouais. La corde lisse, c'est comme on voit dans les films, c'est juste une corde qui fait 8 mètres de long et ils s'agrippent juste avec leurs mains, par contre elles ne sont pas sécurisées avec autre chose. Ils descendent comme ça avec leurs mains et voilà. Donc ça va être pour des zones un peu exiguës ou une rapidité d'exécution. Voilà. On peut rajouter un autre plancher supplémentaire pour mettre des mortiers, donc des mortiers de 120. Mortier de 120. Et tiré depuis l'hélicoptère? Non. Alors le mortier il est décomposé, il est divisé en 3. Okay. Ça fait 600 kg au total. On emmène les artilleurs qui vont monter la pièce. Nous, ça va juste le but de faire du vol avec eux tactique, de transporter le mortier, de les déposer. Ils déploient le mortier, ils tirent, on les rembarque et on s'en va. Parce que si on ne fait pas ça, on va devoir les transporter avec une élingue, donc en sling. Et là, les hauteurs ne sont pas les mêmes. Donc on va être détecté avec les radars et l'ennemi, quoi. Donc le but c'est de faire tout rentrer à l'intérieur, on ferme les portes, on y va, vol tactique et on les dépose à un endroit, ils tirent, on revient. Ouais, l'intérieur j'avais vu, alors j'ai une question, j'ai regardé un petit peu. Du coup tu peux pareil ajouter des places, il y a combien de places ici à l'arrière? Alors là on est en configuration 14 sièges. Okay. Et on peut rajouter un kit au milieu pour 6 sièges supplémentaires, donc 20 personnes au total. Configuration normale, on reste sur les 14 sièges, c'est plus pratique pour tout ce qui va être combat. Parce que les personnels vont être mobiles, ils vont pouvoir s'attacher, se détacher rapidement. Avec le kit 20 places, ça enlève un peu de la capacité de rapidité, quoi. Voilà. Et on dit 14 sièges, mais c'est 13 parce qu'on a le 4e homme, auquel on n'a pas parlé encore. Celui qui gère qui a une dénomination. Alors, le MOS, membre opérationnel de Soutes. Donc il est indissociable, il fait partie de l'équipage. On est 4 du coup en équipage. Et lui, il va gérer la soute, comme son nom l'indique. Il va être gunner, donc c'est lui qui va mettre en œuvre la Mag 58, donc c'est une arme en sabord qui vient se fixer sur le côté pour de l'autoprotection. Donc quand on approche ou quand on décolle, si jamais on a de quoi riposter. C'est lui qui va sécuriser toute la soute, qui va sécuriser les personnels, et c'est lui qui va nous dire vers Soutes, donc ça veut dire où on a le droit de décoller. Parce que nous on est devant, tu le verras en vol, on se retourne pas pour regarder ce qui se passe derrière, surtout moi où je vois vraiment rien. Ouais, bien sûr, ouais. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous dise c'est bon, tout le monde est attaché pour pas qu'il arrive quelque chose et que soit ça déséquilibre l'hélicoptère, soit ça met en danger d'autres personnes. C'est lui qui va aussi nous guider lors des phases de posée et de décollage parce que comme je l'ai dit, 20 mètres de long, 16 mètres de large. Moi au niveau du cockpit je vois très bien à ma droite, je vois devant, par contre à gauche j'ai du mal et tout ce qui est derrière je vois rien. Ouais, parce que le gabarit est assez particulier quand même. Donc lui en fait il est accroché, là il a une ligne de vie, il est accroché avec un harnais et il vient sortir l'hélicoptère, il se penche sur le côté, il regarde devant, à gauche, il regarde en dessous, il regarde partout. Et c'est lui qui va me dire c'est bon, tu peux poser, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas des cailloux, tu peux te rapprocher de l'obstacle, etc. Voilà, il peut nous guider jusqu'à 2 mètres des obstacles de jour. Donc 2 mètres, c'est pas grand chose sur un hélicoptère qui fait 10 tonnes et 16 mètres de large, quoi. Donc niveau motorisation, j'ai vu que c'était 2 styles de turbines, 2500 chevaux chacune. C'est ça. Donc tu as 5000 chevaux, c'est énorme. C'est ça. Alors on a 2 fois 2000 chevaux, ce qu'on appelle en régime continu, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours. 2500 chevaux, ça va être dans les phases de décollage, on a besoin de plus de puissance, donc c'est avec une durée limitée. Et après, en urgence, donc si jamais il y a un des 2 moteurs qui est en panne, on peut monter à 3000 chevaux sur un moteur. Donc en fait, en réalité, à chaque fois, on ne dit pas qu'on perd un moteur, mais qu'on perd un demi-moteur. Parce qu'on passe de 4000 à 3000 chevaux. Voilà. Okay, ça vient de là. Donc c'est des moteurs très puissants, qui sont très compacts. Ça fait la taille d'une grosse valise dans une soute. Hein. Et on a même, c'est pas un 3e moteur, mais on a un APU. Auxiliary Power Unit. Donc c'est une petite turbine qui va nous permettre de mettre en œuvre l'hélicoptère parce qu'il est tellement puissant que les batteries ne peuvent pas démarrer les moteurs en fait. Ah, c'est le principe de l'avion de chasse quoi. C'est ça, en fait c'est comme le char Leclerc
où il a aussi une petite turbine qui va mettre en route le moteur parce qu'il est trop puissant, donc les batteries ne peuvent pas. Nous, c'est pareil. En fait, en campagne, donc en exercice, etc., pour qu'on soit autonome, on va mettre en œuvre ce troisième moteur qui va fournir du courant alternatif et qui va pouvoir démarrer les deux autres moteurs. Ici, dans la vie de tous les jours, on a un câble qui fournit de l'électricité alternative. Je me demandais, ça c'est quoi? Ça, c'est une antenne haute fréquence. Donc, c'est une antenne avec des fréquences militaires particulières qui pouvaient, par exemple, relier le Mali à la France, juste en radio, en liaison directe. Donc c'est des fréquences qui montent très haut dans le ciel avec la météorologie, etc. Voilà, tout un schéma complexe. Ça nous permet d'aller très loin, d'avoir une portée très très grosse. C'est pour ça que c'est marqué par exemple que quand tu es en route, il ne faut pas que quelqu'un soit à moins de 3 mètres. À ce point-là? À ce point-là. Voilà. Donc là, tout à l'heure, il ne faut pas que je sois à moins de 3 mètres. Elle ne sera pas en route. Ok. Mais voilà, c'est pas une barre de traction ou un sèche-linge, un séchoir. Quoi, mais voilà. Donc là, à l'arrière, on va avoir la rampe avec le haillon. Ah, ça, c'est étonnant. Tu as une rampe quand même. Mais c'est de secours ou c'est... Non, c'est une rampe qu'on peut utiliser. Non, alors on parachute pas avec. Parachute pas. C'est une rampe, voilà, comme tu le vois, moi je suis pas très grand de base et déjà, j'arrive pas à passer en dessous. Ouais. Alors quand on imagine un fantassin avec son casque, son arme, tout l'équipement, il a du mal à le faire. Donc on ne débarque pas les personnels à l'arrière. Par contre, on peut mettre la rampe en position horizontale et on va larguer des kayaks. Ah oui, donc on transporte des kayaks avec les plongeurs, on largue les kayaks et les plongeurs sautent sur les côtés et vont rattraper les kayaks. On peut également acheminer du fret à l'intérieur. Donc on a un petit treuil électrique à l'intérieur de la soute et on va mettre la charge ici. Après, on va mettre des roulements et on va venir tirer la charge à l'intérieur de la soute. S'il était question d'emmener des quads, ça a été fait. Mais par contre, tout ça se fait rotor à l'arrêt. Parce qu'à l'arrière, il y a un gros coupe-cheveux. Là, c'est vrai que là, ça peut faire mal. Donc tout ça, ça se fait à l'arrêt et on peut monter un quad. Voilà. Et le mécanisme, il est dingue. Tu vois que c'est vraiment très complexe. C'est très complexe. L'hélicoptère, c'est le plus complexe. Même si Léonard de Vinci a eu l'idée, pour le mettre en œuvre, ça a été très compliqué. Les premiers essais ont même été faits avant l'avion, hein, mais la première réalisation et le premier emploi est venu beaucoup plus tard, parce que beaucoup plus dur à mettre en œuvre. Il y a tout un système contrarotatif, c'est pour ça le rack c'est rotor anti-couple. Donc après, sur le NH, on a aussi tout ce qui est embarquement dans un avion, un bateau, etc. L'hélicoptère il est fait pour être embarqué et acheminé loin. Quand on va sur certains théâtres, il est emmené en avion ou en bateau. Et donc pour ça, pour réduire la place, parce que 20 mètres de long, 16 mètres de large, c'est compliqué à mettre dans un bateau ou un avion, on peut replier les pales. Donc là, les pales que tu vois, il y a des axes au pied des pales. Voilà, on enlève et en fait, ça ressemble un peu à une libellule. Et on vient mettre les 4 pales à l'arrière comme ça, on le replie. Ah, vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est ça. On les replie les 4 pales vers l'arrière. Pour gagner, du coup, on passe de 16 mètres de large à 3 mètres de large. Donc ça gagne pas mal. Et on peut même replier la queue. C'est pour ça qu'ici, tu vois, c'est un peu biseauté et qu'il y a des espaces. Ah ouais. C'est qu'on peut replier la queue. Et dans ce cas-là, on gagne encore un peu en largeur et on gagne 1 mètre en hauteur. Ensuite, si on continue à faire le tour, apparemment, je ne vais pas parler de train d'atterrissage, mais c'est train d'atterrissage repliable, donc il rentre. Ouais, c'est marrant, il a des roues du coup. Il a des roues, ouais. Alors en fait, les hélicoptères qui ont des roues, c'est à cause de leur poids. Parce qu'un hélicoptère qui est léger, forcément, ça ne se déplace pas, il a des patins. Donc il va devoir mettre en stationnaire et se déplacer. Sauf que le NH90, je n'aime pas parler, mais sa masse max, c'est 10 tonnes 6. 10 tonnes 6 à soulever, c'est 10 tonnes 6 d'air qui sont poussés en bas. Ouais, les calculs montrent que c'est un ouragan force 5. Donc si je mets un hélicoptère à côté d'un autre et que j'oblige le NH à se lever, il va tout souffler, les cailloux, etc. Il peut même renverser l'hélicoptère. Donc les hélicoptères lourds, comme le TIG d'ailleurs, il a des roues. Comme ça, il peut se déplacer, il peut partir de la zone un peu restreinte pour mettre en stationnaire plus loin. Et c'est ce qu'on fera tout à l'heure où les deux hélicoptères, on va se déplacer en roulant et après, chacun notre tour, on mettra en stationnaire. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est la différence entre ceux qui ont des patins et des roues, c'est ça cause de ça. Ok. Voilà. Là, tu vas retrouver l'entrée des carburants. Donc là, c'est par gravité. Donc la pompe à essence que tu as chez toi. 2 tonnes de kérosène à mettre là-dedans, c'est long. Du coup, on a une valve par pression. Du coup, ça injecte beaucoup plus... Ça injecte beaucoup plus rapidement. Voilà. Et au lieu de passer 1 heure à la pompe, on va en passer 10 minutes. Donc c'est comme sur les avions de ligne, c'est un gros tuyau qui vient, qui se clipse. Et ça envoie. Voilà. Tout est dimensionné différemment avec un hélicoptère, un avion comparé à un véhicule terrestre. Les dimensions sont différentes. Tout, mais par exemple, on ne le voit pas, mais ici on peut monter un treuil. Donc le treuil, ça va être comme on va retrouver avec les hélicoptères de la gendarmerie, sécurité civile. Donc il est déplacé sur le côté, il se déploie, il y a un câble qui descend et on peut faire du secours avec. Donc c'est-à-dire il y a un secouriste qui vient, qui descend, qui vient chercher la personne et qui le remonte à bord de l'hélicoptère. Donc ça c'est pour des zones qui sont exiguës, où l'hélicoptère ne peut pas poser. Il est trop gros, donc on va utiliser un treuil qui va venir chercher dans la forêt ou dans la montagne, on ne peut pas poser.
et récupérer le personnel. Voilà. Ah, donc c'est un véritable couteau suisse en fait. Tu peux Mais tout tout au faire long, avec on cet peut tout faire. hélicoptère-là. Ouais. En cas de gros accident, en gros, peu importe où en France, ça peut arriver qu'on retrouve un caïman qui vienne récupérer des blessés dans des cas très spécifiques. Alors, par exemple, moi j'ai été employé pour Sentinelle pour cet été, pour les JO, pour les Jeux Olympiques. Énorme. Et il y avait un hélicoptère qui était d'alerte avec une équipe d'infirmiers pour pouvoir secourir les personnes s'il y avait besoin, pour désencombrer un peu tous les hôpitaux et désencombrer la sécurité civile et tous les SAMU qui étaient présents sur place. On avait la capacité. Mais comment tu fais du coup avec un hélicoptère comme ça? Est-ce que tu as des héliports ou des choses comme ça qui sont adaptées? Parce que c'est quand même gros, c'est conséquent. Alors dans Paris, la question s'est posée. On a dû répertorier tous les hôpitaux sur lesquels on pouvait aller et même demander des dérogations parce que les hélicoptères parisiens, forcément pour une classe de 10 tonnes comme le NH, c'est assez rare. Donc on a étudié les hôpitaux, même provinciaux, donc qui étaient dans un rayon assez large de Paris, pour exfiltrer les éventuels blessés qu'il y avait. Voilà. Mais tout ça pour la population. Donc on fait des missions pour l'armée de terre, mais aussi du service public. Donc c'était un peu le cas pour les JO, même si c'était une mission vraiment pour l'armée. Mais il y a aussi les missions Héphaïstos, avec la sécurité civile, dans le sud de la France pour les feux de forêt, où là, on travaille avec les pompiers de la sécurité civile. Et il y a aussi des missions en cas d'inondation, comme il y a eu le cas dans les Pyrénées cet hiver, où des NH et aussi d'autres hélicoptères de l'armée de terre, bien sûr, sont venus pour aider la population dans les montagnes, évacuer. Voilà. On est mis à profit, nos missions ne se cantonnent pas juste à l'armée de terre. Bon, en tout cas, merci Paul pour cette présentation. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, c'est super complet. Mais c'est bien de comprendre parce que c'est vrai que tu les vois dans le ciel, tout le monde les voit dans le ciel, mais je trouve que c'est super dur à comprendre quand tu n'es pas dedans. L'hélicoptère, c'est ultra technique de base, donc là... c'est sûr, et encore, j'imagine. Il manque des trucs encore à montrer. J'imagine. Mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Si en tout cas vous avez apprécié, c'est vrai que je vais devoir approfondir un peu plus parce que là je suis un peu perdu, je t'avoue. Mais c'est pas pour autant que ça reste ultra fascinant de voir ça en vrai. C'est comme je disais, je voyais ça beaucoup plus petit. Ouais. Dans le ciel, tu as forcément l'effet de démesure, donc tu te rends pas compte. Mais là, 20 mètres, c'est super gros, quoi. C'est un peu le métier de rêve. Pour certains, je pense que... Pour des passionnés, c'est vraiment le métier de rêve. En hélicoptère, en tout cas, vraiment dans la latte, on va pas aller beaucoup plus loin dans les autres métiers. Celui-là, c'est le plus complet. On va à des missions très variées. Et c'est là où on va aller le plus loin en hélicoptère. Merci encore Paul, merci beaucoup. Merci. Et là je vais vous inviter à aller voir du coup la vidéo de l'armée de terre recrute, parce que là on va décoller. C'est ça. Je suis pas prêt mais je vais te suivre et puis on verra ce que ça donne. Moi non plus je suis pas prêt. T'es pas prêt? Non. J'espère quand même parce que là je suis pas rassuré là. Ça va bien se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à aller regarder ce qui se fait au premier RHC, c'est super intéressant. Et puis je vous dis à de prochaines vidéos.